concrètement, si vous voulez partir en Corée, c'est maintenant. C'est maintenant que vous prenez la décision. Hello, Annyeong, bonjour. Aujourd'hui, en ce premier jour de confinement, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est mon premier jour de confinement, enfin mon premier jour comme le vôtre, mais j'avais envie de dire c'est mon premier confinement. Le premier confinement qui s'est passé en France, j'étais encore en Corée, donc je n'ai pas vécu le premier confinement comme tout le monde ici. Donc je sais pas trop quoi penser pour le moment, mais vu que j'ai du temps, j'ai décidé que j'allais faire quelques petites vidéos pour vous aider. J'ai reçu plein de messages ces jours-ci sur Instagram qui me demandaient comment est-ce que je suis allée en Corée, comment est-ce que j'ai étudié en Corée, comment était la vie en Corée, la nourriture, les transports, ma vie au jour le jour, ma vie en tant que Française, ma vie en tant que Noire, étudiante noire française et ma vie en tant que fille en Corée. Et donc j'ai décidé, j'ai du temps, le confinement est là, les gens vont en Corée encore. Alors sachez-le, si vous avez envie de partir en Corée, c'est encore possible. Je connais des gens qui sont partis, des gens qui vont partir dans les prochains mois à venir. Donc je pense que vous avez toutes vos chances. Et j'avais envie de vous aider en fait. J'avais envie de faire quelques petites vidéos pour vous aider, pour vous donner des tips, pour vous donner des astuces, pour vous donner des petits conseils si vous en avez besoin avant de partir, dans le départ, quand vous arriverez là-bas. Et j'ai décidé de commencer avec cette première vidéo qui est un peu le commencement de tout, c'est-à-dire comment aller en Corée, comment étudier en Corée, comment aller en échange en Corée, parce que personnellement, je connais pas tous les chemins pour aller étudier en Corée, je sais juste que moi j'ai fait un échange et c'est sur ce sujet-là en particulier que je peux vous aider en fait. Donc, comment est-ce que je suis allée en échange en Corée pour 2 semestres? Comment est-ce que j'ai réussi à vivre en Corée du Sud par moi-même toute seule pour 2 semestres et encore plus puisque j'ai non seulement fait mes 2 semestres, mais je suis restée après quelques mois de plus sur le territoire pour profiter des vacances d'été. Donc si vous êtes prêts et si vous êtes prêts à m'écouter, à écouter mes advice et mes conseils, je suis prête à vous les donner. Commençons. Donc, étape numéro 1, pour vous dire, j'ai même créé un petit carnet dans lequel j'ai essayé de marquer à peu près tout ce que je pensais important pour vous aider dans cette quête de Corée. Alors on va commencer par le commencement. Vous avez pris vos décisions, vous êtes prête à partir, prête ou prêt à partir en Corée. Vous le savez. Alors moi, je vais parler de mon expérience personnelle. J'étais à la fac, j'étais en L3 LLCE anglophone, c'est-à-dire que j'ai fait de l'anglais. Et j'ai décidé de postuler au master un peu partout. Je voulais faire un master en communication. J'ai essayé de chercher des masters en communication, j'ai postulé. Ça a été très difficile d'en trouver un. J'ai aussi postulé dans ma fac. Alors moi, personnellement, je viens de Paris. Ma fac, c'est Paris 4, Paris-Sorbonne, qui qui est maintenant la Sorbonne tout court. Et j'ai décidé de postuler à la Sorbonne parce que c'était sûr qu'ils allaient me prendre vu que j'étais déjà en L3 dans l'établissement. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais légèrement déçue, je vais vous l'avouer, parce que je voulais pas vraiment faire de l'anglais en master. Je voulais essayer de passer à autre chose. Mais la raison pour laquelle ça m'a plu de rester à la Sorbonne, c'est parce que je savais que j'avais envie de partir à l'étranger. Et je savais que la Sorbonne, surtout en particulier, a énormément d'échanges avec des universités dans le monde entier. Alors je sais que d'habitude, quand je fais de l'anglais, dans ma classe, c'était très normal de partir aux États-Unis ou en Angleterre ou en Irlande. Moi, dans ma tête, j'étais sûre et certaine que je voulais partir en Corée. Et il y avait que ça dans ma tête en fait. Et effectivement, j'ai commencé à faire mes recherches. Alors le premier conseil que j'ai envie de vous donner, si vous voulez m'écouter, bien entendu, c'est de vous renseigner. Vous savez que vous avez envie de partir en Corée du Sud. Vous renseignez dans votre fac, dans vos écoles, et vous essayez de voir les échanges qui sont disponibles. Bien entendu, il y a beaucoup d'échanges qui sont disponibles partout dans le monde. Vous regardez les échanges qui sont disponibles en Corée du Sud. Les écoles que votre propre école propose en Corée du Sud pour les échanges. Moi, j'ai eu de la chance. La Sorbonne, elle avait à peu près 3 écoles avec qui elle faisait des échanges en Corée du Sud. Par contre, il faut savoir que
c'est assez rare d'envoyer des élèves en Corée du Sud et c'est des échanges réciproques en fait. C'est-à-dire que votre fac, en fait, elle envoie autant de monde qui viennent en France. Donc si vous avez de la chance d'avoir une fac qui accepte beaucoup d'études en coréen, vous allez pouvoir partir. Moi, dans mon cas, il n'y avait pas beaucoup de place pour partir en Corée du Sud, mais j'étais motivée, je suis arrivée en M1, je voulais partir pour le M2. Je savais très bien que c'était une de mes dernières chances, puisque c'était ma dernière année d'université, de partir, et que pour ce fait, j'aurais plus de chances que peut-être certains autres dossiers, vu que moi c'était ma dernière chance. Et aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'on peut partir en échange en Corée du Sud en fait. Donc souvent, ils cherchent même pas, ils savent même pas que vous pouvez partir. Et donc il n'y a pas beaucoup d'élèves qui le savent. Donc si vous vous y mettez assez rapidement, vous pouvez en quelque sorte sauvegarder votre place pour partir. C'est très possible, il faut s'y mettre tôt. Là c'est le confinement, on est en octobre, on va commencer d'être en novembre. Si vous voulez réfléchir à ça, c'est le meilleur moment là aujourd'hui. C'est le meilleur moment, le mois de confinement là, c'est le meilleur moment pour commencer à vous mettre, à regarder les calendriers. Ça c'est une autre étape par laquelle je vais vous parler de ça. C'est le meilleur moment là maintenant. Donc, une fois que vous êtes sûr que vous voulez partir et une fois que vous avez regardé les échanges disponibles en Corée du Sud, le deuxième conseil que je peux vous donner en fait, c'est de vérifier chaque école en Corée du Sud s'ils peuvent vous accepter. Il y a certaines écoles qui prennent qu'à partir du master, d'autres écoles qui prennent à partir de la licence, mais de la L2, la L3. Souvent en université, c'est impossible de partir en L1 puisque c'est la première année. L2, vous pouvez partir. L3, c'est sûr que vous aurez de la place. M1, vous pouvez partir, bien évidemment. M2, c'est sûr que vous aurez de la place également puisque c'est votre dernière année. Donc, vous regardez les écoles en Corée qui peuvent vous accepter en tant que, peu importe ce que vous êtes. Moi, j'étais en M2. Et aussi par rapport à ce que vous faites à la fac. Alors il y a certaines écoles qui vont prendre que des licences de langue, d'autres écoles qui vont prendre toutes les licences, peut-être des licences de com, peut-être des licences d'info. Il faut regarder quelle école vous prend. En gros, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est la première étape. J'espère que ça peut vous aider déjà pour commencer à regarder. Pour regarder les sites, c'est très facile. Vous allez sur le site internet de votre fac. Vous allez dans les relations internationales. Et dans les relations internationales, souvent, ils ont des espèces de fichiers Excel où ils ont à peu près toutes les facs. Alors, sur la Sorbonne, sur le site de la Sorbonne, c'est divisé entre Amérique du Nord, Europe. Donc, il y a Erasmus. Ensuite, il y a Amérique du Nord. Et ensuite, il y a Amérique latine, Afrique et Asie. Alors, moi, par contre, voilà, j'ai directement regardé sur le côté Asie, Afrique et Amérique du Sud. Et c'est là où j'ai trouvé les 3 universités coréennes sur le fichier Excel et j'ai regardé. Après, en tant que Master 2, en Master 2 du monde anglophone, j'avais le droit à m'inscrire qu'à une seule fac. Donc j'avais le droit à, déjà, la Sorbonne à Seoul University, Seoul National University, SNU. Donc, si vous connaissez en Corée du Sud, vous savez que SNU, c'est une des plus grandes universités du pays, si ce n'est la plus grande. Si vous connaissez Sky, Seoul, Korea et Yonsei, c'est les 3 plus grandes universités du pays. Donc, la Sorbonne avait accès à Seoul Université, ce qui était super. Mais évidemment, il y avait déjà quelqu'un qui était inscrit. Ah oui, un autre conseil, prenez assez vite contact avec la personne qui s'occupe des relations internationales pour l'Asie. De cette manière, vous pourrez avoir des réponses très vite. Moi, j'ai pris contact très vite avec la dame qui s'occupait des relations internationales Amérique du Sud, Afrique et Asie. Elle s'y connaissait très bien, elle m'a donné beaucoup de conseils. Et les conseils que je vais vous donner, c'est vraiment des conseils qu'elle m'a donnés en fait, pour comment faire mon dossier, ce que je devais faire traduire, ce que je devais pas faire, ce que je devais inclure. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et donc ça, si vous pouvez prendre rendez-vous ou par téléphone cette fois-ci évidemment, avec les personnes qui s'occupent des relations internationales dans votre fac, ça va être parfait. C'est les personnes qui vont vraiment vous aider.
Donc voilà. Une fois que vous connaissez les facs coréennes qui peuvent vous accepter à votre niveau, ce que vous allez faire, c'est vérifier le calendrier. Il y a plein de dates butoirs que vous allez devoir avoir. La première date butoir, ça va être celle de former votre dossier et de le déposer. Une fois que vous allez former votre dossier, vous allez déposer une fois. Après, il va y avoir une deuxième date. Ça sera la date où vous devrez déposer vos... Alors, le premier dépôt de dossier, je suis vraiment désolée. Le premier dépôt de dossier, c'est un dossier en papier, en fait, que vous allez devoir faire. Les choses ont peut-être changé. Moi, j'ai déposé mon dossier il y a 1 an, presque 2 ans. C'était l'année 2017-2018 où j'ai préparé mon dossier pour partir de 2019 à 2020. Donc, quand j'ai déposé mon dossier, il y avait une première phase, c'était dossier papier, avec les relevés de notes traduits, parce qu'en Corée, ils les veulent directement en anglais. Alors, si vous avez un bon niveau d'anglais, vous les traduisez vous-même. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur Internet pour traduire vos dossiers. Si vous avez un mauvais niveau d'anglais, vous pouvez les faire traduire par des professionnels. Alors souvent, il y a certaines facs en Corée qui demandent des traductions assermentées. Vous pouvez le faire pour pas cher. Alors moi, j'avais fait un site, je vais vous mettre ici. Pas du tout sponsorisé, hein. D'ailleurs si vous veulent me sponsoriser, c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, je vous mets le site ici sur lequel j'ai traduit quelques de mes relevés de notes. Entre parenthèses, les relevés de notes, il faut être certain de les avoir en fait, parce que sinon ça va vous avoir. Moi, j'ai découvert en faisant mon dossier qu'il me manquait certains relevés de notes, et je peux pas vous dire comment j'ai couru, j'ai dû courir. Et pour les gens qui connaissent la Sorbonne c'est pas une petite fac. C'est gros, c'est grand, et j'ai dû courir, j'ai dû aller de là à là, de là-bas à là-bas, de courir, sachant que souvent les bureaux ils sont ouverts que de 9h à midi, j'avais cours et je devais aussi être sûre d'arriver pour aller récupérer mon relevé, sachant que le relevé il le donne pas en main propre, donc vous devez y aller, déposer votre adresse. Là je pars pour la Sorbonne, entre parenthèses. Le relevé de notes, je devais y aller, déposer mon adresse et ensuite attendre une semaine qu'il arrive. Du coup, vaut mieux faire toutes ces choses-là en avance, comme ça, quand c'est la date butoir du dépôt de dossier, vous n'avez pas à stresser comme moi, j'ai stressé. Et je vous le souhaite pas du tout, hein, parce que c'était tellement stressant de devoir attendre pour retrouver les dossiers. Des fois même, je leur demandais s'il vous plaît, pardon, est-ce que vous pouvez me donner mon relevé de notes? Et je suis tombée sur des gens qui étaient assez sympas. Un jour, je suis tombée sur quelqu'un de très sympa, parce qu'il y avait un gars qui n'était pas sympa dans le bureau. Mais il y avait une fille, une remplaçante, et elle me l'a imprimé, elle me l'a donné directement en main propre. Il faisait jamais ça, hein. Ils étaient obligés de les envoyer par la poste, ce qui prenait un temps fou, alors que j'étais là, vous pouvez me le donner directement. Et ce jour-là, elle me l'a donné, et franchement, elle m'a sauvé la vie. Mais pour vous éviter ce genre de choses, je préférerais pour vous que vous soyez sûr que vous ayez déjà vos relevés de notes, ou si vous ne les avez pas au jour d'aujourd'hui, c'est mieux d'aller les chercher tout de suite, de faire tout ce qui est possible pour avoir vos relevés de notes. Une fois que vous avez les relevés de notes et que vous les avez fait traduire par vous-même, quand vous traduisez vos relevés de notes par vous-même, vous devez les faire tamponner par votre secrétariat pour être sûr qu'ils soient authentifiés quelque part. Vous avez les relevés de notes, vous avez vos CV, CV en anglais et en français, surtout pour les universités coréennes. Vous avez votre CV et résumé. Donc si vous avez le CV, vous avez le résumé, vous avez un petit dossier dans lequel vous devez expliquer votre projet pour aller en Corée. Donc moi, c'était très facile, hein. Je devais faire un mémoire, donc c'était un peu ça mon projet. J'avais aussi fait un travail de traduction sur des produits coréens traduits en français. Donc moi, j'ai beaucoup parlé de choses comme ça, de traduction, de projets de mémoire que j'avais pour la Corée. Ça serait bien que vous réfléchissiez dès aujourd'hui à un projet que vous avez pour partir en Corée. C'est bateau, hein, mais ils ont besoin de ça dans le dossier. Donc c'est mieux de réfléchir à un projet qui a un rapport avec la Corée, qui a un rapport avec ce que vous faites. Moi, je suis en anglais, donc c'était un peu dur de trouver un truc à faire, mais non en fait, parce que je faisais de la traduction, je faisais de l'histoire,
et de l'histoire des États-Unis. L'histoire des États-Unis, elle est assez reliée avec l'histoire de Corée. J'ai beaucoup parlé de ça. J'ai beaucoup blablaté, mais il faut savoir que le blabla, ça marche. Donc, c'est ça que vous mettez dans vos dossiers. Donc là, note. Donc voilà, vous vérifiez le calendrier, comme j'ai dit, pour être sûr de pouvoir rentrer dans toutes les dates butoirs. Et il n'y aura aucun souci, vous pourrez faire votre dossier papier. Ensuite, une fois que vous avez déposé le dossier papier et qu'il y a une première, je crois qu'il y a une première réunion pour savoir qui va pas. Souvent, la dame des relations, elle va vous dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. En Corée, c'est vrai que là, moi, je vous dis un peu les petites astuces pour partir en Corée, mais normalement, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gens de votre fac qui va regarder ça et j'espère qu'il n'y aura pas trop de gens de votre fac qui voudra aller en Corée. Mais si vous regardez et si vous suivez ces conseils, vous allez voir que c'est très facile d'y aller. C'est très facile de faire votre dossier. Vous prenez toutes les choses en avance. Souvent, ils vont vous demander pour la Corée d'avoir le TOEIC ou en tout cas de prouver que vous avez un niveau d'anglais assez haut. Les raisons sont simples. Dans la plupart des universités coréennes, vous allez suivre des cours en anglais. Il y a quelques facs où vous aurez l'occasion de suivre des cours en français. C'est très très rare, mais souvent c'est l'anglais. Alors moi, en tant qu'étudiante en anglais, j'avais pas vraiment besoin de passer le TOEIC. Je l'ai quand même fait. On va dire que j'avais de l'argent à dépenser à ce moment-là. Le TOEIC, c'est quand même une centaine d'euros, 120 € dans mes souvenirs. J'ai passé le TOEIC. J'ai aussi fait signer une attestation à un de mes professeurs qui était le directeur de l'UFR d'anglais, qui m'a fait une attestation pour prouver que j'étais a graduate student, c'est-à-dire une étudiante en master, et que j'avais le niveau nécessaire d'anglais. En plus de mon attestation de TOEIC. Alors bien évidemment, moi le TOEIC, ça a été très facile pour moi, je suis en anglais, je fais de l'anglais tout le temps. J'ai eu un sans faute au TOEIC et c'est ce que j'ai présenté. Pour l'université qui ouvrait ses portes à mon dossier, c'était Hanguk University of Foreign Study ou UFS. Eux, ils demandaient une note du TOEIC, des points environ, je crois, c'était plus de 700 ou 850 points. Sachant que le plus haut qu'on peut avoir au TOEIC, c'est 995. 800, c'est quand même assez haut, mais je crois que c'était 750. Donc, parce que je me rappelle, quand je suis arrivée en Corée, il y avait des gens qui venaient pas du tout d'un background d'anglais et qui avaient, je vais vous le dire, quelque peu de mal à suivre les cours, quelquefois. Donc, si votre anglais, il est bien, si vous avez un niveau d'anglais assez bas, c'est possible d'aller en Corée, il n'y a pas de souci. Mais sachez que vous allez devoir suivre des cours en anglais. Et si vous êtes prêt pour ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir un bon niveau d'anglais. Et surtout que vous pouvez suivre des cours en undergraduate comme en graduate. Undergraduate, c'est tout ce qui est licence. Graduate, c'est tout ce qui est master. Vous pouvez suivre des cours dans les deux. Donc, connaître un peu votre niveau, c'est pas mal. Il y a des cours de débutants. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'aller à OED, c'est-à-dire Hanguk University of Foreign Study. C'est une université de langue, en fait. Donc, il y avait des cours de débutants en anglais, il y avait des cours pour les modérés, il y avait des cours normaux, il y avait des cours en master en anglais. Donc, moi, c'était vraiment l'université qui m'allait le plus. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut vraiment savoir, faut vraiment regarder les facs qui sont en échange dans vos propres facs françaises et faire des recherches. La raison pour laquelle j'ai choisi OED, c'est parce que pour mon profil d'étudiante en langue, c'était la meilleure fac qui pouvait m'aller en fait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette fac-là. Maintenant, j'ai envie de vous donner un dernier conseil pour vous aider encore dans cette lignée d'aller en Corée. Pour ce premier épisode d'un guide, alors sachez que ce que je suis en train de faire, j'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que je pourrai en faire beaucoup plus. Et mon but en fait, c'est de faire plusieurs vidéos dans mon guide de survie à la Corée du Sud. Et là, on va dire que c'est un peu l'épisode 0, puisque c'est l'épisode où on n'est pas encore en Corée. Là, on est encore en France, on est encore en train de faire notre dossier, etc. etc. Donc là, c'est l'épisode 0. Pour cet épisode 0, ce que vous devez faire vraiment en même temps que vous faites votre dossier, après avoir passé le TOEIC, si vous souhaitez le passer, ou après avoir contacté vos professeurs, c'est de vérifier le calendrier des bourses. Alors, vous partez en Corée,
c'est loin de la France, c'est loin de l'Europe. Vous devez être sûr d'avoir assez d'argent. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez avoir la bourse, c'est-à-dire la bourse du Crous, si vous êtes boursier du Crous, vous pouvez l'avoir à l'étranger, il n'y a pas de souci. Et souvent, c'est cumulatif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs bourses qui peuvent se mettre les unes sur les autres. Certaines bourses ne peuvent pas, on ne peut pas faire ça, mais je pense qu'avec la bourse, moi j'avais la bourse du Crous déjà, et j'avais aussi eu la bourse de l'Île-de-France. Alors là, pareil, il faut vous renseigner, vous allez sur Google, vous allez sur le site de votre fac, vous allez dans les sites de votre fac de la bourse, et dans les relations internationales, et aussi les gens qui s'occupent des bourses internationales. Vous pouvez avoir plusieurs bourses, la bourse de l'Île-de-France. Si vous vivez en Île-de-France, il y a aussi d'autres régions dans lesquelles vous vivez qui ont sûrement des bourses pour vous. Vous regardez aussi les bourses sur le site du gouvernement coréen. Alors souvent, vous allez sur le site du gouvernement coréen, vous le mettez en anglais et vous regardez les bourses pour les étudiants d'étrangers. Souvent, il n'y a pas vraiment beaucoup de bourses pour les gens qui viennent en échange, mais vous pouvez en avoir quelques-unes. Le seul truc à lequel il faut faire vraiment attention, comme je vous ai dit depuis le début, c'est le calendrier en fait. C'est très vite, ça va aller très vite. Dès janvier, vous allez devoir déposer des choses, parfois même dès décembre. Janvier, février, mars, avril, c'est vraiment les mois où vous devez être prêt en fait. Vous devez être prêt à déposer tout ce qu'il y a à déposer, que ce soit pour les bourses, que ce soit pour les dossiers, etc. Vous devez être prêt. Donc les bourses, moi je vous conseille, vous regardez dès maintenant ce qui est possible. Vous déposez dès maintenant aussi parce que je sais que pour la bourse pour l'année prochaine, les dépôts ça va commencer assez tôt l'année prochaine. Sachant qu'on est déjà presque en décembre, donc ça va passer très rapidement. Vous regardez, vous déposez vos dossiers de bourse. Le plus vite vous savez que vous avez une bourse pour l'année prochaine quand vous devez partir. Parce qu'en fait là, concrètement, si vous voulez partir en Corée, c'est maintenant. C'est maintenant que vous prenez la décision. Parce que les dossiers, sachant que les dossiers, vous pouvez les déposer à plusieurs moments. Ça dépend si vous voulez partir 1 ou 2 semestres. Moi, je me rappelle, pour partir un semestre, le dossier, la date butoir, c'était vers octobre. Et par contre, pour partir 2 semestres, c'était en janvier. Donc, on va dire que là, les dates butoirs pour partir un semestre, elles sont passées. On va dire que vous partez 2 semestres et que vous devez faire les dossiers en janvier. Pareil pour les bourses, dépêchez-vous, remplissez tout ce qu'il y a à remplir. Prenez rendez-vous avec les gens des relations internationales très rapidement et vous conseillez magnifiquement. Je sais pas si j'ai oublié quelques petites choses, mais en gros là on va dire que c'était un peu une grosse outline de ce que vous devez faire. Si vous avez plus de questions, j'ai envie de vous écouter, déposez-les dans les commentaires, demandez-moi ce que vous voulez parce que là je vais commencer à filmer une deuxième vidéo qui sera sur un peu ce que vous devez faire en cours une fois que vous savez que vous êtes accepté en Corée. Donc là pour le dossier, si vous avez toutes les questions à faire, enfin toutes les questions que vous voulez pour les dossiers, déposez-les dans les commentaires. Comme ça, moi, au pire, je pourrais faire une autre vidéo très rapidement sur peut-être une vidéo, une partie 2 sur comment faire un dossier. J'aimerais vraiment beaucoup vous aider. Moi, par contre, moi, je sais que partir en Corée, ça a complètement changé ma vie. Ça a été un voyage à la fois intellectuel et à la fois du côté humain. Ça a été le voyage le plus... je sais pas, j'ai aucun mot pour décrire en fait l'année et demie, presque et demie que j'ai vécu en Corée. C'était quelque chose de tellement magique. C'était quelque chose de dur, je vais pas mentir. C'était dur à certains points, c'était compliqué. Il y avait la barrière de la langue. Je me suis beaucoup améliorée en coréen par contre, mais il y avait au début la barrière de la langue. Il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu chaudes à faire. Et surtout quand vous quittez de chez maman et papa et que c'est la première fois que vous vivez seul. Mais voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur quand vous serez accepté, ce que vous allez devoir faire pour vos universités, peut-être les questions de santé, les questions de dortoir qui doivent être faites très rapidement puisque souvent, si vous voulez habiter dans un dortoir, il n'y a pas beaucoup de place. Dans les universités coréennes, il faut être très rapide. Moi, j'ai eu la chance d'être rapide. Je suis assez procrastinatrice.
Je sais pas si c'est un mot qui existe, on va dire que je fais ça. Je fais les choses vraiment... Je prends tout mon temps pour faire les choses. Mais par contre, pour la Corée, j'étais motivée comme jamais. Donc je me suis dépêchée et j'ai eu la chance d'avoir un super beau dortoir. J'ai des vidéos du dortoir que je vais bientôt mettre si vous voulez. Enfin, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les dortoirs dans une université coréenne, je vais vous mettre tout ça. Pour le moment, pour les dossiers, ça sera à peu près tout. Je pense avoir fait le tour parce que le problème, je ne peux pas vraiment rentrer en détail dans ce qu'on va vous demander pour les dossiers. Ça dépend de toutes les facs. Mais si vous avez une question, si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé pour traduire mes relevés de notes, si vous voulez savoir dans quel état d'esprit j'étais, posez vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je me ferai un plaisir de faire une deuxième vidéo, partie 2, sur les dossiers à déposer pour partir en Corée. Et n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous pour ce moment qui va être un peu chaud, dans lequel on va devoir rester à la maison. Moi, c'est ma première fois, comme je vous ai dit, mais je suis prête à vous écouter et je suis prête à vous envoyer plein de bisous et plein de bisous chaleureux, on va dire ça comme ça, pour ce moment en confinement. Et goodbye. There must be some way